superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. As-tu, je sais pas si tu as entendu entrevue avec John Parizella, mais c'est sur les 60 ans de l'assassinat de John F. Kennedy aujourd'hui. Puis je trouve que, je sais pas, tu as suivi toute cette politique au cours des années, Loïc, ça a eu un effet, moi, dévastateur sur l'espoir des Américains de changer leur société. Ben, Kennedy était effectivement un leader très, très charismatique et c'était quelqu'un qui était très aimé, c'était quelqu'un qui avait des politiques qui étaient très porteuses et oui, c'est sûr que ça a acheté une douche froide, mais il y a eu des remplaçants, il y a eu Johnson, puis bon, tu me diras Nixon aussi, c'était pas... Évidemment, Nixon a fait des erreurs graves, on s'entend par là, mais c'était encore des chefs d'État, c'était encore des gens qui avaient toute leur tête, c'était toute une jeunesse. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment un contraste avec notre époque, c'est que Kennedy est un leader jeune, d'une Amérique jeune, alors que Biden, c'est un vieillard et c'est une gérontocratie qu'on a maintenant. Et c'était l'inverse à ce moment-là avec l'Union soviétique, tu te souviendras. En Union soviétique, tu avais des leaders très, très, très âgés et ça donnait un avantage aux États-Unis, ça. On se retrouve un peu dans la situation inverse à certains égards, avec maintenant des leaders qui sont très, très âgés aux États-Unis. 81 ans, Joe Biden en fin de semaine. 81 ans. 81 ans. C'est pas le danseur le plus frais du bal pour l'instant. Non, mais tu sais, c'est même pas une question d'âge chronologique comme tel. Il y a des gens qui, à 81 ans, pètent la santé, sont en pleine forme. Plus difficile pour un homme que pour une femme, mais ça arrive. On est fatigué. À 81 ans, 80 ans pour un homme. Tu sais, Charlebois part en tournée, les Rolling Stones font un nouvel album, McCartney se renouvelle encore à 80 ans. C'est assez étonnant. Le préjugé qu'on a tous, et moi le premier, c'est qu'à 80, tu deviens fatigué, puis pas sûr que tu es au sommet de ta forme non plus. Ben, en général, les hommes commencent à décliner intellectuellement, j'entends, à partir de 75 ans, sauf s'ils se sont tenus très en forme, s'ils ont des prédispositions génétiques qui leur permettent de demeurer très, très en forme. Tu as Hubert Reeves, par exemple, qui est mort récemment, qui avait encore toute sa tête. Il y a plein de gens comme ça qui ont toute leur tête et qui ont dans les 80, même les 90. Mais c'est sûr que dans le cas de Joe Biden, on se pose des questions. Tu sais. Heureusement, il est très, très bien entouré, mais on n'a pas l'impression qu'il a les capacités qu'il avait il y a encore 5 ans. Et c'est un problème. La trêve de 4 jours entre le Hamas et Israël, est-ce que c'est une victoire pour le Hamas, ça, Loïc? Oui, c'est une victoire pour le Hamas. Parce que ça permet au Hamas de se regrouper. Il va y avoir aussi des vivres qui vont rentrer de toutes sortes et ils vont en profiter. En plus, on sait que les États-Unis et Israël ont accepté que des drones cessent de survoler pendant 6 heures les territoires pendant ces trêves. Donc, ils vont pouvoir bouger du matériel et ainsi de suite. Et si ces trêves ont eu lieu, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a eu à l'intérieur même d'Israël un mouvement très très fort qui est venu des familles des otages, de leurs amis, qui ont fait une grande marche à travers une grande partie d'Israël et ça a beaucoup secoué l'opinion publique. Et je dirais que probablement en Palestine, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles en Palestine, mais on peut imaginer que les Palestiniens aussi ont fait des pressions sur le Hamas en disant écoutez, on n'en peut plus, on a absolument besoin d'une trêve libérée des otages. Alors, il y a une 50aine d'otages qui vont être libérés, des femmes et des enfants, possiblement 3 Américaines parmi ces otages. Et en contrepartie, Israël va libérer 150 prisonniers. Ce sont surtout des gens qui ont entre 16 et 18 ans, qui étaient dans les prisons israéliennes. Et en contrepartie aussi, donc Israël va, comme je te disais, essayer va laisser rentrer plus de vivres à l'intérieur même de Gaza. C'est pas fait. C'est pas encore fait. On va libérer chaque jour une dizaine d'otages. Donc, on verra ce que ça va donner. Et ça a été des négociations qui ont été extrêmement compliquées, ne serait-ce que parce qu'il fallait rejoindre les gens sur le terrain. J'entends le Hamas, les gens du Hamas qui se terraient évidemment dans les souterrains.
Donc, Il y a eu c'est la pas preuve, encore hein? fait. La BBC a été obligée de diffuser la preuve que ce qu'Israël annonçait, ce qu'ils avançaient, le Hamas se cachait effectivement dans les hôpitaux. On l'a vu en fin de semaine. Mais c'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un souterrain, il y avait un tunnel sous Al-Shifa. Mais on n'a pas vu le centre névralgique, on n'a pas vu un centre Non, de mais quand même, commandement. t'as aucun hôpital avec un tunnel, sauf pour le Hamas pour fuir puis se cacher à l'intérieur d'un hôpital des tirs Oui, israéliens. c'était entendu. Mais ce que les Israéliens avaient dit, c'est qu'il y avait un centre névralgique de commandement sous l'hôpital. Alors, on sait que c'est comme on appelle ça le métro de Hamas. Donc oui, c'était, je te dirais presque normal qu'il y ait un tunnel qui passe sous l'hôpital quelque part. D'accord. Mais on n'a pas vu les preuves d'un centre de commandement et en ce moment ils s'attaquent à l'hôpital indonésien qui est à Gaza. J'espère qu'ils vont trouver un centre de commandement, un centre névralgique de commandement, parce que sinon ça veut dire qu'il y a un sérieux problème avec le renseignement israélien. Il y en avait déjà un avec le 7 octobre dernier, ils n'avaient pas pu prévoir cette attaque. Mais en plus, ils disent qu'il y a des centres de commandement névralgiques du Hamas là où il y en a pas. Ben, ça va leur poser un très grand problème, d'autant plus qu'attaquer un hôpital, ça reste, à moins qu'il y ait un centre de commandement, à moins qu'il y ait des choses comme ça reste un crime de guerre. Ouais. Donc, il faut faire très, très attention avec ça. Moi, je donne le bénéfice du doute à Israël pour le moment. J'attends les preuves. Je veux juste une parenthèse rapidement. On va passer aux autres sujets tout de suite après, Loïc, mais je sais pas si tu as entendu parler de Yahya Sinwar, qui est un des leaders du Hamas présentement, qui a été arrêté en 1989 pour l'assassinat d'une douzaine de personnes. C'est un bon gars. Il a été libéré en 2011. Il est retourné au Hamas. Il est devenu leader. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que ce type-là, en 2005, a survécu à un grave accident cardiaque et a surmonté une tumeur cérébrale qui a été opérée par des médecins israéliens. Alors, des chirurgiens israéliens l'ont opéré, une tumeur au cerveau, l'ont guéri, et lui, pour les remercier, le 7 octobre, il a créé ce carnage-là et a jamais cessé d'attaquer Israël. C'est ça le Hamas. Oui, tu fais bien de souligner ça. Ce sont des gens qui pensent que tout leur est dû parce qu'ils pensent qu'ils reçoivent leurs ordres de Dieu. Il y a un facteur, je pense, de troubles mentaux là-dedans. Tu sais, il est certain que des gens qui ont une telle religiosité sont des gens qui, malheureusement, ont aussi des troubles mentaux. Et ça l'excuse pas. J'essaie de dire ça pour expliquer ce qu'il a comme attitude, mais ce sont des gens donc qui s'imaginent que tout leur est dû. Et non, mais à partir de tellement, tu sais, il déteste les gens qui lui ont sauvé la vie. Oui, oui. Mais tu sais, c'est la même chose avec tous les fondamentalistes religieux qui croient pas, par exemple, aux théories de Darwin sur l'évolution, etc. Mais tu leur dis, attendez, vous servez d'un téléphone cellulaire, vous servez d'une auto, vous servez dans certains cas d'armes automatiques, etc. Mais tout ça a été conçu, créé avec la même science que celle que Darwin utilise. C'est la même science là, pour faire de la datation, par exemple, au carbone 14, etc. Tout ça, ça fait partie du même corpus scientifique. Vous ne pouvez pas, d'un côté, rejeter toute la science au nom de vos idées religieuses et en même temps utiliser les produits de la science. Il y a ici quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Et dans ce cas-là, tu as bien raison. Il a bénéficié de la science occidentale, il a bénéficié des soins médicaux des Israéliens, mais ça ne l'empêche pas de leur tirer dessus. Et puis, il y a quelque chose qui marche pas du tout dans la tête de ces gens. Et je pense que tu mets le doigt dessus avec cet exemple-là. La Suède, Loïc, qui demande à rejoindre l'OTAN, pour quelle raison? Ben, c'est parce qu'elle a de plus en plus peur. On le sait, elle va rejoindre l'OTAN. Elle est sur la liste. Tout le monde a approuvé qu'elle rejoigne l'OTAN, sauf deux pays, la Hongrie et la Turquie. Encore que Erdogan a dit oui. Orban, on ne sait pas trop. Mais elle commence à avoir peur de la Russie. Elle dit que la Russie est en train de se réarmer et elle devient de plus en plus nerveuse. Elle a véritablement peur que la Russie l'envahisse. Elle a très hâte de rejoindre l'OTAN. Et à cet égard-là, il y a de plus en plus de pays européens qui s'arment
complètement. Par exemple, on vient d'apprendre que la production d'obus en Europe allait atteindre 1 million d'obus dans quelques mois, 1,4 million d'obus d'ici la fin de 2004. Et donc, on voit que l'Europe essaie de s'armer de plus en plus face à une Russie qui est très, très agressive, une Russie qui a l'appui de la Chine, malgré tout, qui a l'appui de plusieurs autres pays. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très dérangeant, si tu veux, quand on voit ça, quand on voit que des gens qui sont dans le camp de l'OTAN, la Hongrie et la Turquie, ralentissent un petit peu tout ça, et ça fait de l'entrée donc de la Suède dans l'OTAN, et ça fait partie en fait de cette espèce de division du monde que, entre autres, la Chine et la Russie veulent créer. D'ailleurs, aujourd'hui, le BRICS est sorti là-dessus sur cette division du monde en disant on condamne complètement l'entrée d'Israël à Gaza. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Et non, c'est l'ordre que les Occidentaux veulent créer. Oui, mais la Russie est occidentale. Puis le Japon est derrière les États-Unis, puis c'est pas un pays occidental. Vision très simpliste du monde. Mais ils essaient de plus en plus de créer cette division artificielle du monde entre ce qu'ils appellent les Occidentaux et le reste du monde. Et attention, ça fonctionne très bien dans les pays en voie de développement, parce que les pays occidentaux deviennent une espèce de bouc émissaire de toutes les faillites qui existent dans ces pays, de la corruption, de l'incompétence, etc. On le voit très très bien en Haïti, on a très très bien vu cette logique s'installer en Haïti, elle s'est installée aussi au Mali, on l'a vu dans d'autres pays, et je dis attention, regardez bien ce qui se passe avec ce conflit en Israël, regardez bien ce qui est en train d'arriver, la Chine et la Russie mènent à l'Occident, entre guillemets, une guerre par d'autres moyens que des moyens militaires. Ils mènent une guerre de propagande, une guerre économique, une guerre dans les institutions internationales. Malheureusement, nous sommes en guerre contre ces deux pays. Ce n'est pas une guerre militaire encore, et j'espère que ça ne le deviendra pas. Mais sur plein de fronts, nous sommes en guerre contre la Chine et contre la Russie. Ouais, et avant qu'on se quitte, un mot sur Cuba, parce que ça va pas mieux à Cuba non plus. Ça va pas bien à Cuba. Ça va pas bien. Mais tu sais, Cuba, elle se faisait subventionner par l'URSS jusqu'à ce que l'URSS s'effondre, entre autres par le prix du sucre qui était payé à 6 fois le prix réel du sucre. Et il y a des dirigeants qui sont sortis et qui disent ça va pas bien à Cuba, ça va vraiment vraiment pas bien. Il y a on a des problèmes. On a par exemple notre production de porc, de fèves et de riz a diminué de 80%, celle des œufs a diminué de 50%. Nos importations de carburant, on a pu importer seulement 40% du carburant dont on avait besoin, 20% de la moulée pour les animaux dont on avait besoin, 4% des engrais. Les hôpitaux ont des crises, on a une crise de médicaments très très grave aussi à Cuba. Et un exemple qui est très symbolique, plus que symbolique, mais qui résume tout ça, c'est peut-être les autobus à la Havane. En 1990, il y avait 2500 autobus qui circulaient à travers toute la Havane, des autobus donc pour le réseau public. Il en reste 300. Et les dirigeants disent ça peut plus continuer. Là. Le pays est au bord de l'effondrement. Il faut absolument qu'on fasse des réformes. Ça peut plus continuer comme ça. Et par ailleurs, aux États-Unis, il y a des villes qui atteignent leur capacité maximale d'accueil des réfugiés. Des réfugiés illégaux. Et c'est un problème, ça, parce que il faut bien appeler un chat un chat. C'est pas tous les réfugiés, c'est les gens qui passent. On parle des immigrants illégaux, des gens qui passent la frontière sans papier. Alors c'est dans plusieurs villes, il est obligatoire pour les villes de trouver à ces gens-là un refuge. Mais les refuges sont plein à craquer. Tellement qu'à New York ou à Chicago, on dit désormais, on vous laisse, on va vous laisser 60 jours, c'est tout. On peut pas. À Denver, on a réduit ça à 14 jours. On vous trouve quelque chose pour 14 jours. Après ça, débrouillez-vous. Et on demande de l'argent au fédéral de plus en plus. Oui, mais il y a de plus en plus d'immigrants illégaux qui rentrent aux États-Unis. Juste pour le mois d'octobre, il y en a 240 000 qui sont entrés. Ça pose un problème.
faudrait commencer à parler d'ici au Canada puis au Québec aussi, hein? C'est là que j'arrivais. Ici, on en a des immigrants illégaux et je refuse encore une fois de parler de simples migrants. Ce sont des gens qui n'ont pas fait la file d'attente, contrairement aux immigrants qui ont fait l'effort de remplir des papiers, de se faire sélectionner, d'attendre pour rentrer au Canada. Contrairement à des gens qui sont de vrais réfugiés, t'as des gens qui rentrent comme ça à pleine porte au Canada. Ça fait en sorte ensuite que on a des problèmes de toutes sortes, notamment dans les logements, notamment pour le problème pour l'assurance maladie dans les hôpitaux parce qu'il manque de médecins. Et ça fait en sorte qu'on a des budgets qui sont, en fait, c'est un des facteurs qui fait en sorte que au gouvernement fédéral, on a un budget déficitaire, ou qu'on est obligé de mettre plein d'argent dans le logement parce qu'on a besoin de logements immédiatement pour tous ces gens qui sont arrivés à flot. Tout se tient, tu sais. Et quand il y a des gens qui disent, on peut pas parler de capacité maximale. Non. Il y a des capacités maximales. On peut pas recevoir tout le monde. À un moment donné, il y a des goulots d'étranglement dans l'économie qui se forment. Celui du logement en est un, celui des écoles en est un autre, celui du système de santé en est un troisième, et ça coûte très cher. Et il faut bien comprendre une chose. Les immigrants légaux, quand on les choisit, quand ils viennent ici, ils sont profitables, sont rentables pour le Canada, pour le Québec. Ils rapportent, dans le sens où ce sont des gens qui sont des professionnels, ce sont des gens qui viennent nous aider, qui font fleurir l'économie. Pas les immigrants illégaux. La plupart des immigrants illégaux demeurent un fardeau pour la société, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas l'éducation qu'il faut, ce sont des gens qui ne vont jamais rapporter à la société autant que ça a coûté pour les entretenir. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire, parce que on fait comme si tout était égal par ailleurs. Non, tout n'est pas égal dans ce domaine-là, malheureusement. On se laisse là-dessus, Loïc Tassé. Merci. À demain. Salut, Anne.